Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de pouvoir nous retrouver une fois encore avec vous sur le compte de ce plateau de l'émission Le Bon Citoyen. Aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder la question de la citoyenneté et de la lutte contre la corruption au Bénin au titre de notre chronique du jour. Au titre du débat, on va aborder la thématique rêver et agir pour développer la nation. C'est une thématique qui nous permettra de recevoir dans ce studio Madame Sabine Fourne, deuxième adjointe au maire de la commune de Ouidah. Elle est également entrepreneure sociale. Mais bien avant tout ceci, on va pouvoir aborder la leçon de civisme qui nous permettra de mieux découvrir l'importance de faire foi aux institutions de la République. Allons donc tout de suite sur les chantiers de la lutte contre la corruption dans notre pays, le Bénin. C'est au travers de cette chronique du jour qui nous sera présentée par Exaucé Tossavi. Elle est juriste de formation. Exaucé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez-y pour votre chronique. Merci, monsieur le journaliste. Lutter contre la corruption, c'est essayer de tuer une hydre. La corruption reste une plaie qui fragilise les fondations de toute société. Ces manifestations sont visibles au Bénin dans plusieurs domaines, notamment les services publics, les marchés publics, le système éducatif et même dans les relations entre citoyens. Elles se manifestent souvent à divers niveaux qui paraissent anodins, mais dont les effets cumulatifs sont destructeurs. Nous remarquons les pots de vin dans les administrations, le recours à des moyens illégaux pour obtenir des diplômes ou pour réussir à un concours, les abus de pouvoir dans les transactions économiques. Ces pratiques, bien qu'apparemment banales, érodent la confiance dans les institutions et réduisent l'efficacité des politiques publiques. Il faudrait donc poser des actions concrètes pour lutter. Mais la lutte contre ce fléau ne saurait être exclusivement l'affaire de l'État. Le rôle du citoyen est primordial. Comment vous, citoyens, vous pouvez contribuer à combattre la corruption? Pour que la lutte contre la corruption devienne effective, les citoyens doivent aller au-delà des dénonciations verbales et adopter des comportements concrets. Car c'est une nécessité que vous, chers téléspectateurs, vous soyez actifs, informés et engagés. Refuser activement la corruption, c'est dire non à un pot de vin, même si cela entraîne un retard ou une difficulté temporaire. Chaque acte de refus est une victoire. Utilisez les mécanismes de dénonciation. Plusieurs institutions et plateformes existent pour signaler des cas de corruption. Nous avons par exemple l'existence des boîtes à suggestions dans les administrations, les lignes téléphoniques dédiées à la transparence et à l'anonymat. Il faudrait aussi que vous informiez sur vos droits. Beaucoup de citoyens cèdent à la corruption par ignorance. Connaître ces droits réduit les risques d'abus. Les associations, les ONG et groupes locaux doivent aussi jouer un rôle capital dans la sensibilisation et le suivi des cas de corruption. Ils peuvent organiser des campagnes de sensibilisation sur les conséquences économiques et sociales de corruption. Soutenir les victimes ou témoins de corruption dans leur démarche juridique afin de l'éradiquer. Mettre aussi en place des observatoires locaux pour surveiller la transparence dans l'exécution des projets communautaires. Cette lutte contre la corruption doit aussi commencer depuis le bas âge. L'éducation à l'intégrité doit commencer tôt. Dans les écoles, les élèves doivent apprendre l'importance de l'honnêteté à travers des cours spécifiques et des exemples concrets. Dans les communautés, les chefs traditionnels et leaders religieux peuvent inclure des messages de lutte contre la corruption dans leurs discours. L'objectif est de créer une culture où les comportements corrompus sont socialement inacceptables. Lorsque les citoyens s'engagent activement dans la lutte contre la corruption, les bénéfices sont multiples. Nous avons une administration plus efficace,
c'est-à-dire la suppression des pratiques illicites qui améliorent la rapidité et la qualité des services publics. Nous avons une attractivité économique renforcée qui encourage les investisseurs à choisir notre pays pour leurs projets. La lutte contre la corruption réduit les inégalités sociales et renforce la cohésion. Nous devons tous faire le choix de l'intégrité. La lutte contre la corruption n'est pas une mission réservée à une élite ou à des institutions spécifiques. Chaque citoyen béninois, c'est-à-dire vous, par des choix quotidiens, vous pouvez devenir un acteur du changement. Refuser un pot de vin, dénoncer une injustice, sensibiliser son entourage sont autant d'actions simples mais puissantes qui, cumulées, peuvent transformer le pays. La corruption prospère là où elle a été tolérée. En s'engageant activement, vous pouvez briser ce cercle vicieux et bâtir une société plus juste et équitable. Chacun doit se poser cette question. Si je ne le fais pas, qui le fera? Merci, Exaucé Tossavi, pour cette belle chronique qui porte sur la citoyenneté et la lutte contre la corruption au Bénin. On espère pouvoir vous retrouver sur d'autres plateaux. Oui. Merci infiniment. Merci. On va donc poursuivre cette émission et cette fois-ci, ce sera la leçon de civisme. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet fondamental pour notre vie en société. Faire foi aux institutions de la République. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Les institutions de la République englobent l'ensemble des organismes et structures qui organisent notre vie collective tels que le gouvernement, le Parlement et les tribunaux. Elles sont essentielles pour garantir nos droits, protéger notre liberté et assurer le bon fonctionnement de notre démocratie. Accorder notre confiance à ces institutions, c'est reconnaître leur rôle crucial dans le maintien de l'ordre, de la justice et de la paix au sein de notre pays. Il est primordial de comprendre que croire en nos institutions nous permet de construire une société plus juste et solidaire. Chaque jour, nous pouvons contribuer à cet objectif. Tout d'abord, il est essentiel de s'informer sur le fonctionnement des institutions. En comprenant leur rôle, nous serons mieux à même de les respecter et de les soutenir. Participer activement à la vie civique est également fondamental. Que ce soit en votant, en prenant part à des débats ou en rejoignant des associations, chaque voix a de l'importance et peut faire la différence. Respecter les lois est un autre aspect incontournable. Les lois sont conçues pour protéger chacun d'entre nous et en les respectant, nous affirmons notre engagement envers notre République. Faire foi aux institutions est un devoir civique qui repose sur la confiance mutuelle et le respect. C'est ensemble, en agissant et en croyant en nos institutions, que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous. N'oublions pas que chaque geste compte. Et en cette période où les défis sont nombreux, engageons-nous à faire vivre notre République pour nous-mêmes et pour les générations futures. Merci de votre attention et ensemble, œuvrons pour une société plus unie et solidaire. Faire foi aux institutions de la République, donc voilà le défi contemporain qui nous met aujourd'hui en face de nos différentes responsabilités en tant que citoyens. C'est donc la leçon de civisme qui se consacre à cette exigence morale. Rêver et agir pour développer la nation, c'est donc la thématique qui nous réunit autour du débat. Dans ce studio, j'ai déjà Madame Sabine Fourne
deuxième adjointe au maire de la commune de Ouidah. Elle est entrepreneur sociale. Madame Sabine Foun, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté partager ces quelques moments de plateau avec nous. Je vous remercie. À votre suite, nous avons dans ce studio Mariano Gagny-Arrossou, juriste de formation. Bonjour, monsieur Gagny-Arrossou. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez donc aussi accepté partager quelques moments avec nous autour de cette thématique et rêver et agir grand pour développer la nation. Je vais commencer tout de suite par vous en me posant la question de savoir ce pourquoi il est important de pouvoir porter un rêve pour sa nation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Porter un rêve pour sa nation. Il faut noter que, en tant que citoyen, ce citoyen est l'artisan du progrès national. C'est l'artisan du changement de sa nation, du développement de sa nation. Ce citoyen est l'artisan. Alors, il faut porter un rêve parce que tout développement, tout changement ou toute évolution qu'on espère vient toujours d'un rêve que l'on porte en soi-même. Ce rêve-là qui doit à tout prix être poursuivi avec conviction. Et c'est par là qu'on pourrait espérer un développement. Donc, un citoyen doit porter un rêve, oui, ce rêve-là qui doit devenir son objectif, qui doit poursuivre avec conviction pour pouvoir développer sa nation. Donc, il est très important qu'un citoyen porte un rêve pour le développement de sa nation. Non seulement des rêves, mais aussi des qualités essentielles pour pouvoir développer sa nation. Donc, c'est un peu ça. Il faut ça. Puisque vous parlez des qualités essentielles, je vais peut-être m'intéresser à Madame Sabine Foun. Est-ce que vous pouvez déjà essayer de nous rappeler, je vais dire, quelques valeurs fondamentales qui sont très importantes et que le citoyen doit pouvoir développer? Quand je parle du citoyen, je parle donc du bon citoyen. Merci bien, monsieur le journaliste. Effectivement, un bon citoyen doit être responsable. Il doit être un homme ou une femme engagée et intègre. Et il doit aussi faire preuve, vous savez, de solidarité. Faire preuve de solidarité, avoir un esprit d'initiative, parce qu'il faut prendre des initiatives et il faut aussi s'assurer que nous sommes bien entourés. Donc, il y a la notion de solidarité également. Et je voudrais dire pour finir, il faut être patriote, parce que nous appartenons à un pays et nous devons savoir cela. Être patriote, c'est vraiment mettre l'intérêt commun au-dessus des intérêts individuels. Est-ce que c'est cette démarche de patriotisme à laquelle vous conviez nos concitoyens qui pourrait se retrouver à être la base de ce rêve-là que l'on peut nourrir pour son pays? Mais bien sûr, vous savez, c'est tous ensemble que nous construisons notre pays. Un pays se construit avec ses hommes, avec les femmes, les hommes, les enfants. Et pour cela, il faut laisser rêver. C'est lorsqu'on rêve, lorsqu'on aspire à un pays développé, que nous pouvons dire, oui, chaque citoyen doit pouvoir aider les dirigeants à bâtir ce pays. Ce n'est pas seulement les dirigeants qui bâtissent, c'est les individus. Ça vient du rêve de chaque individu. Et vous savez très bien, si vous voyez ces derniers temps, ce qui se passe dans notre pays, c'est parce que nous avons un chef d'État qui rêve grand. Il a rêvé grand et son projet a été accepté par la population. C'est parce que la population a vu du concret dans ce qu'il nous propose qu'on a voté pour lui. Et partant de ce principe-là, nous devons tous nous engager parce que c'est la somme de la création individuelle qui fait la création de tout un peuple. Est-ce que c'est aussi aisé de pouvoir porter un rêve pour sa communauté, pour son pays? Certaines personnes se disent il faut laisser les dirigeants. Vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez à être à un poste politique. Vous êtes deuxième adjointe au maire de la commune de Ouidah. Je l'ai annoncé en début d'émission. Mais est-ce que
vous n'êtes pas tenté de dire que ce n'est pas qu'une question politique, la démarche de pouvoir rêver? Ah ben non, justement, ce n'est pas une démarche politique. Chaque enfant, chaque citoyen doit pouvoir rêver. C'est de là vient la créativité. Et c'est la somme de la création de nos richesses qui constitue déjà notre richesse globale. Si nous ne rêvons pas, comment voulons-nous créer? Donc c'est pour ça que je dis souvent, dans l'éducation des enfants, laissons nos enfants rêver. Parce que nous avons aussi une culture qui empêche un peu de laisser les enfants rêver, alors qu'il faut que les enfants rêvent. Il faut que même dans le système éducatif, qu'on laisse une place pour que les enfants puissent rêver. Parce qu'un enfant à qui on refuse de rêver, c'est un enfant on tue sa créativité. Or, en rêvant, l'enfant développe d'autres notions. L'enfant se dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Quel apport qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Donc, c'est tout un rêve. Et nous ne devons pas briser ce rêve. Donc, même dans l'éducation, nous devons... Voilà, je vais donner un exemple simple. Si vous prenez un enfant, il commence très tôt le matin. Très tôt, il se lève, il commence à 7 heures. Déjà à 7h30, il est à l'école. Ils font une pause vers midi, ils reprennent à 14h. Il y a des enfants qui finissent tardivement à 19h. Et ça, tous les jours. Mais quelle place nous donnons à l'enfant pour rêver, pour regarder déjà autour de lui ce qui se passe. Un enfant qui se promène dans la rue et qui observe déjà le phénomène des arbres, les arbres qui poussent, ça a des connotations. Pourquoi il y a des fleurs? Pourquoi la ville doit être propre, etc., etc. Mais si nous ne laissons pas nos enfants rêver, qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux demain? Il faut que les enfants puissent poser des questions. Il est hors de question de dire « tais-toi, ne parle pas, ne dis pas ci, ne dis pas ça ». Non, laissons nos enfants s'exprimer. Laissons nos enfants parler. Et c'est en parlant qu'on peut même les corriger. Qu'on peut dire non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais laissons les enfants s'exprimer. La plupart du temps ici, par exemple, les enfants, il y a des enfants qui sont proactifs, qui aiment le sport. Mais on va dire non, on ne veut pas ça. On veut que tu sois docteur, on veut que tu sois ci. Mais plus tard, l'enfant sera docteur, mais il finira par faire ce qu'il aime. Mais quel gâchis! Quel gâchis! On aurait pu laisser cet enfant exprimer ce qu'il veut, ce qu'il faut. Parce qu'une nation, ce n'est pas que des docteurs, ce n'est pas que des chercheurs. Il y a des artistes. Il y a de tout. C'est ce tout-là, en fait, qui fait la force d'une nation. Un enfant qui est par nature créatif, et si on tue cette création, vous allez voir que plus tard, il ne va pas aimer ce qu'il fait. Alors que quelqu'un qui aime ce qu'il fait, il le fait bien et très bien pour la nation. Et là, on va voir que chacun, dans son couloir, s'exprime avec bonheur. Donc, laissons les enfants s'exprimer, que les adultes leur permettent de rêver. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Aujourd'hui, on se retrouve dans la démarche de pouvoir rêver, d'agir pour développer la nation. Madame Sabine Faune a rappelé l'importance de laisser les enfants, par exemple, aller à leurs rêves. Mais est-ce que c'est souvent aisé de se retrouver avec un environnement ou une communauté où on vous donne l'occasion de rêver? Vous êtes aujourd'hui jeune, par exemple. Voilà, est-ce que vous avez la possibilité de porter effectivement votre rêve à terme? Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est là tout l'intérêt d'écouter une femme ou une mère en train de parler. Puisque tout à l'heure, j'ai été tellement sidéré, il faut qu'on laisse chaque citoyen, déjà dès le bas âge, à travers son éducation et tout, rêver. Il faut qu'on laisse l'enfant rêver. Moi, je porte le rêve
de devenir quelqu'un que mes parents ne m'ont jamais dit, ce rêve, il faut mettre ce rêve à l'écart. Non, j'ai toujours rêvé d'être avocat. Et là, mes parents m'ont soutenu et continuent toujours de me soutenir. Donc, il faut laisser chaque citoyen, déjà dès le bas âge, en tant qu'enfant, en tant que petite fille, en tant que petit garçon, rêver ce qu'il aime faire, dans la vie. Et c'est là, je rejoins Madame le maire, l'adjointe au maire, deuxième adjointe au maire, là où elle est en train de dire que ce que l'enfant aime ou bien ce que quelqu'un aime, il le fait très bien. Si on ne laisse pas l'enfant rêver déjà dès le bas âge pour sa passion, pour ce qu'il aimerait faire, dès lors qu'il va essayer de développer ou bien dès lors qu'il va essayer de poursuivre avec, même pas sans conviction, le rêve que lui portent ses parents ou bien le rêve que ses parents désirent voir demain, alors il va l'être, mais ne va pas aimer ce qu'il va faire demain. Il ne va pas faire ce qu'il est en train de faire avec conviction. Et c'est là la nation ne va pas se développer parce que le rêve, son propre rêve, il ne l'a pas suivi depuis le bas âge. Et dès lors qu'il sera en train de faire quelque chose qu'il n'aime pas, il va mal le faire, très mal le faire. Et la nation ne va jamais se développer parce qu'il ne fait pas bien ce qu'il aimerait faire. Donc déjà le bas âge, il faut laisser l'enfant faire rêver, faire ce qu'il aimerait faire. Et c'est par là, ces petites actions, que nous pourrons développer une nation. Et par là même, j'ai un exemple. J'étais avec mon père, avec ses collègues. Et l'un de ses collègues était en train d'aborder un sujet à propos de son enfant. Il disait qu'il a cette affinité-là de discuter avec ses enfants et tout, parce que les enfants ont beaucoup de questions auxquelles ils attendent des réponses de leurs parents. Et c'est dans cette idée, dans cette discussion, l'enfant a demandé à son père que la Bible a dit beaucoup de choses à propos de Satan qui était un ange et qui a décidé de trahir Jésus ou bien qui lui a fait coup d'état et que Jésus l'a renié et tout. Le père a dit oui. Il a demandé donc un jour, dès que Jésus reviendra, tout ce que nous endurons, la douleur, le péché, tout va partir. Et le père a encore répondu oui. Et l'enfant a posé cette question que j'ai trouvée très très intelligente. Il a posé la question de savoir si Jésus vient ou bien revient et disparaît, et la douleur, tout disparaît. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre ange quelque part, caché dans l'ombre, qui ne va pas encore reprendre le même scénario ou bien qui ne va pas essayer de faire encore un autre coup d'état à Dieu et Jésus va le renvoyer et encore le malheur, la douleur et la souffrance, ça va encore recommencer. Et c'est là que j'ai trouvé cette question très intelligente. Il faut laisser les enfants rêver, déjà dès le bas âge, pour pouvoir poursuivre leurs objectifs. Et c'est en poursuivant leurs rêves de façon individuelle, ces rêves qui sont poursuivis depuis le bas âge de façon individuelle, cumulés, sera une force collective pour pouvoir développer notre nation. Donc c'est par là Madame Sabine Fourne, vous êtes tous deux attardés un peu sur le rêve de la formation de l'être humain pour pouvoir devenir, un citoyen accompli au cœur de la société. Mais quand on s'intéresse à la nation même, quand on prend la patrie même, est-ce qu'un citoyen peut effectivement porter des rêves au point de dire, moi j'ai l'intention de réaliser par exemple pour mon pays telle chose dans tel nombre d'années, et dans quelle démarche l'on pourrait se retrouver pour parvenir à atteindre cet idéal-là? Oui, bien évidemment. Vous savez, les citoyens doivent porter des rêves. Porter des rêves, c'est quoi? C'est d'avoir des projets. Avoir des projets, c'est que les institutions leur permettent de mettre en place ce projet-là. Vous savez, le Bénin, par exemple, nous n'avons pas beaucoup de ressources naturelles. OK. Mais il n'y a pas que les ressources naturelles. La preuve aujourd'hui, c'est qu'en soignant notre signature, la signature de notre pays, nous parvenons à avoir des ressources qui nous permettent de développer ce pays-là. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que lorsqu'un individu porte un projet, il faudrait qu'il y ait le cadre institutionnel qui lui permette de mettre en œuvre ce projet-là.
Et c'est la somme de la création des richesses individuelles qui permet d'avoir une richesse globale et qui nous permet d'améliorer nos conditions de vie. Vous voyez? Donc, chaque individu est porteur de projets. Donc, il faudrait qu'il y ait des cadres qui leur permettent de pouvoir s'exprimer. La facilité, par exemple, de la création des entreprises. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer son entreprise en 24 heures, en 48 heures, peut créer cette entreprise. Mais, donc, il faut qu'il y ait des cadres juridiques qui aident les citoyens à aller de l'avant. Donc, il faut absolument que nous puissions travailler pour que nos citoyens puissent s'épanouir, puissent créer de l'emploi à travers leurs projets, à travers la création des entreprises. Mais il y a au même moment où vous parlez du cadre institutionnel, où les dirigeants y travaillent de plus en plus, il y a certains citoyens qui n'entendent pas du tout porter des projets communautaires. Quel est le message que vous tenez quand même à partager à leur égard? Ah, mais vous savez, parce qu'on se dit, l'État peut tout faire. L'État est là pour tout nous faire. Ah, mais non. L'État n'est pas là pour tout nous faire. L'État est là pour nous permettre à nous-mêmes, individus, de travailler et dans de bonnes conditions. Vous voyez, ce que moi je retiens, c'est qu'il faut permettre la concurrence. Il faut permettre aux individus de pouvoir s'affronter, mais légalement. C'est pour ça le cadre est quand même assez important. Il faudrait que les entrepreneurs puissent, ceux qui inventent, ceux qui ont des projets, puissent se sentir à l'aise pour développer leur projet et que le projet aille jusqu'au bout, que les institutions leur permettent de le faire. Vous voyez, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale et qu'en plein milieu du jeu, qu'on ne change de processus, qu'on ne change pas les règles. C'est ça. C'est ça qui est quand même, c'est ça qui préserve en fait les entreprises et les citoyens. C'est ça qui leur donne envie d'aller loin. C'est ça qui leur donne envie aussi de partager leurs idées. Parce qu'il y a des citoyens qui ont peur de partager leurs idées en disant « Ah, ben si moi je dépose mon projet, eh ben d'ici là, quelqu'un d'autre prendra ce projet-là parce que je n'ai pas suffisamment de couverture. » Non, ça ne devrait pas être comme ça. C'est la transparence. Chaque enfant doit pouvoir bénéficier... Chaque enfant du pays. Ah oui, du pays, bien évidemment. Oui, doit pouvoir bénéficier de cette protection-là et ça leur permet d'aller loin et de développer leur projet en toute quiétude. Il y a quand même ces personnes également, ou ces citoyens également, qui portent de rêves, de rêves assez grands, mais qui malheureusement ont de difficultés à passer à l'étape d'action. C'est-à-dire que l'on porte le rêve, mais on n'agit pas. Ah ben oui, mais en fait, il ne suffit pas de porter un rêve. Il faut pouvoir agir. En fait, on peut dire, oui, je rêve d'être astronaute. Mais il ne suffit pas de rêver, il faut se donner les moyens. Que dois-je faire? Donc, faire des recherches dans ce sens. Mais pour être astronaute, qu'est-ce qu'il faut? Quel type d'études je vais faire? Si vous voulez être astronaute, si vous faites que la littérature, vous aurez du mal à aller vers cette filière-là. Donc, il faut être aussi... on rêve, mais il faut agir, il faut se donner aussi les moyens de ses rêves. Se donner les moyens de ses rêves. C'est vrai que on n'a pas forcément les conditions idéales parfois pour nourrir ces rêves-là. Mais il faut en parler et pour que les institutions, les dirigeants puissent mettre les cadres nécessaires pour que quiconque puisse rêver et agir. Et moi, j'irais un peu plus loin en disant qu'aujourd'hui, le monde est devenu un marché. Il n'y a plus de frontières, en fait. Avec le digital, n'importe qui, peu importe où la personne se trouve, cette personne a droit aux informations. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec ce qui se passe dans le monde du digital, ça brise un peu les barrières. Hein. Un enfant qui a besoin d'informations
n'a plus forcément besoin de quelqu'un pour avoir les informations dont il a besoin. Un enfant même qui est quelque part très loin dans un bled paumé, hein, il ne serait-ce qu'avec son Internet, peut passer des concours à Washington ou en Chine ou je ne sais pas où. Donc, il n'y a plus cette frontière-là. Je crois qu'avec l'Internet et le digital, les murs qui nous séparaient en fait du monde se sont brisés. Se sont brisés, oui. Monsieur Mariano Gagné-Arossou, rêver et agir. Beaucoup rêvent et ne passent pas à l'action. Voilà. Moi, je pense que rêver sans agir, c'est verser de l'eau sur le dos de canard. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de rêver sans agir. C'est par les actions qu'on peut dire que cette personne avait un rêve. Et par ces actions-là, il a pu réaliser ses rêves. Donc, il faut à tout prix rêver, mais aussi agir. Parce que c'est par ces actions-là on pourra essayer de faire développer la nation. J'ai entendu tout à l'heure, on attend tout de l'État, de la part de l'État, que l'État puisse nous. Mais ça, c'est une grave erreur. Moi, je ne conçois pas le fait que des citoyens ou bien des personnes considèrent encore qu'il y a une autre personne qui s'appelle l'État à part nous. Parce que l'État, c'est nous. L'État, c'est moi, l'État, c'est vous, l'État, c'est Madame le maire. L'État, c'est nous. Il n'y a pas une autre personne en haut là-bas qui viendra dire « Moi, c'est moi, je suis l'État et c'est vous, vous allez faire ci. » Non. Il m'a été enseigné à la fac de droit que la naissance d'un État regroupe 3 éléments cumulatifs. Il faut le territoire, la population et le pouvoir souverain. La population. Sans population, il n'y a pas État. Il y aura un espace vide. Sans population, il n'y a ni souveraineté ni légitimité. Alors, c'est nous, l'État. Et si les citoyens portent des rêves, ces rêves seront, seront ancrés dans le développement. Ces rêves vont impulser un véritable développement. C'est les citoyens, ce sont nous, en tant que citoyens, pris de façon individuelle, qui allons donner ou qui allons insuffler l'énergie pour pouvoir faire développer notre pays, notre État. Voilà. Donc l'État, c'est nous. Et c'est nous qui allons le développer par nos rêves. Ce sont les rêves, comme on dit, le rêve de vous, votre rêve, le rêve de X, de Z, de Y. Ces rêves de façon individuelle qui seront orientés vers un objectif commun. Et c'est là l'objectif commun, c'est là le développement. L'objectif commun, c'est le développement. Le rêve de devenir astronaute, que Y rêve de devenir journaliste, que moi je rêve de devenir avocat. On sait que c'est pour le bien commun. Et c'est dès lors que notre rêve est orienté vers ce bien commun, là, nous sommes en train de rêver et nous voulons développer réellement notre État. Nous voulons développer notre nation. Et si on rêve sans agir, si on dit « je veux être magistrat » et que je reste à la maison, je manipule mon téléphone à la longueur de la journée, je ne prends pas mes bouquins, je ne lis pas les lois, je ne cherche pas à savoir rien du tout. Mais comment je vais être magistrat? Qui je vais juger demain? Personne. Donc, c'est par nos agissements, par nos actions concrètes qu'on peut essayer de dire « oui, je suis en train de réaliser mon rêve et je suis en train de poursuivre mon rêve avec conviction pour pouvoir développer ma nation. » Et ce n'est qu'à ce prix qu'on peut espérer un changement. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut espérer un développement de notre État. Donc, il est essentiel de rêver, mais aussi très, très important d'agir. Parfois, on a bien l'intention d'agir, on dépose peut-être des projets au niveau de l'administration, on attend juste la signature d'une autorité et puis ça tarde. Après, on vous fait savoir que le dossier a disparu. Je vais m'intéresser à Madame Savine Faune, puisque vous portez la casquette d'autorité politique sur ce plateau. C'est des cas de figure qui arrivent. Comment est-ce qu'on en est arrivé à de pareilles situations dans notre pays, ce qui, sans aucun doute, embête beaucoup de concitoyens et parfois ils abandonnent leurs rêves. Oui, en fait, moi je dirais déjà qu'il ne faut jamais abandonner son rêve, il faut persévérer. Et vous savez, ce n'est pas parce que votre dossier a disparu que ce qui est à l'intérieur de ce dossier-là a disparu. Vous voyez? Et la plupart du temps, ceux qui prennent les projets qui ne sont pas les leurs ne vont pas au bout. En fait, parce que l'idée ne vient pas d'eux. Il y a un déroulement. Celui qui a écrit son projet
n'écrit pas tout. Parfois, ce n'est que le début. Donc, cette personne-là a peut-être plusieurs étapes et ce n'est que la première étape qui est là. Donc, je dirais qu'effectivement, ça arrive. Ça arrive. Mais ça sera quelque chose qu'il faut décourager déjà, parce que l'administration n'est pas là pour détourner les projets des citoyens. Hein, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour préserver, je dirais, l'initiative de nos compatriotes. Donc il est hors de question de prendre les projets et d'en faire ce que nous voulons. Mais je voudrais surtout encourager les citoyens à persévérer, parce qu'avec le digital aujourd'hui, il n'y aura plus ce contact avec l'humain. Et donc, il y aura plus de transparence. Vous déposez votre dossier, vous avez peut-être un ticket qui vous dit revenez dans telle période et vous aurez une suite. Donc, je crois que c'est la corruption née lorsqu'il y a contact avec l'humain. Et ceci étant, il y a d'autres dangers aussi qu'il faut évaluer. Le digital, c'est bien beau, mais le digital aussi a des limites et des risques. Donc tout ça, c'est quand même à étudier de près et ne pas... Et nous sommes quand même des humains, donc il faut quand même qu'il y ait aussi le contact de temps en temps pour s'assurer que les choses vont bien. On ne peut pas tout laisser non plus au digital. Mais quand on est parfois confronté à des difficultés dans la mise en place d'un projet, donc d'un rêve qu'on a nourri pour son pays, et ça devient de plus en plus fréquent. Quand je m'intéresse à nos frères qui se retrouvent au niveau de la diaspora, par exemple, qui portent de très grands rêves pour leur pays, qui mettent plusieurs millions en termes d'investissement dans un projet, ils rentrent, ils se rendent compte que rien pratiquement n'a été ce qu'on leur faisait croire. Oui. À partir de ce moment-là, quelle est l'attitude à adopter? Est-ce qu'il faut toujours continuer ou on abandonne, ou à la limite on porte encore un autre rêve et on reprend à zéro? Moi, je crois qu'il ne faut jamais abandonner, premièrement. Et il faudrait aussi que nous, autorités, qu'on puisse sanctionner. Parce que quelqu'un qui investit, qui apporte de l'argent dans son pays pour créer une entité, ce n'est pas pour que cette somme-là soit détournée. Mais ceux qui détournent, il faut bien qu'on les sanctionne pour qu'ils puissent vaquer à autre chose et que celui qui apporte son argent soit en mesure de pouvoir compter sur les autorités du pays pour sécuriser cette somme-là. C'est à cause de ça que je parlais également de la signature de notre pays, parce que c'est important. Si il y a des projets qui viennent tout azimut chez nous et qu'à chaque fois, ils sont confrontés à ce type de problème, mais on n'aura plus la confiance des entrepreneurs. Et ça, c'est très mauvais. D'où il nous faut un État fort, il nous faut le respect des lois que nous avons mises en place et que ceux qui tombent dedans soient sanctionnés. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de déposer peut-être un dossier dans l'administration et que du jour au lendemain, le dossier est disparu? Ou est-ce que vous en avez entendu parler? Quelle a été l'attitude que vous avez adoptée? Entendu parler, oui, ce sont des situations qui arrivent en plein temps. Et si je crois quelqu'un qui a un rêve pour lequel il a des étapes, il a un rêve pour lequel il pense pouvoir développer tout un État. Je ne pense pas qu'une simple disparition ou, un simple blocage de la part de l'administration puisse, le démotiver à pouvoir abandonner ce rêve. Ça sera une très grande erreur. Il ne faut jamais abandonner le rêve qu'on a en soi. Parce que quand on parle de rêve, c'est grand. C'est grand. Rêver, ce n'est pas... Bon, je me lève aujourd'hui, je dis, j'ai envie d'être telle chose. Ce n'est pas ça.
Rêver, je dis que c'est ancré en nous. C'est nous-mêmes, ça fait corps avec nous. Donc si juste parce que des histoires externes à nous peut nous amener à démotiver, à abandonner notre rêve, un but qu'on poursuit depuis dès le bas âge là, je crois que nous ne sommes pas de bons citoyens. Et pour être un bon citoyen, je l'ai dit, ce rêve qu'on a en nous, il ne faut jamais abandonner ce rêve pour une histoire externe à nous. C'est vrai, on attend aujourd'hui de la part des citoyens ou bien de la part de tout le monde égal que tantôt on a fait ci, tantôt on a fait ça, mais par de la lenteur administrative et tout, on n'arrive pas à poursuivre. Mais nous-mêmes, nous pouvons déjà, il faut noter d'ailleurs, je mets ça en suspens, il faut noter d'ailleurs que si un État va évoluer, si un État va pouvoir donner le meilleur de lui-même ou bien va pouvoir être mieux sur le plan international et tout, ce n'est pas la volonté du peuple. Les dirigeants pourront beau faire tout, mais si le peuple, chaque citoyen pris individuellement n'a pas un rêve qu'il décide de poursuivre à tout prix, alors ça n'ira nulle part. Et il faut noter que les dirigeants qui sont là, les dirigeants dont certains citoyens lambda attendent les actions concrètes, ces dirigeants aussi sont des citoyens et ils ont un rêve. Et c'est leur rêve qu'ils sont en train de mettre en place. C'est leur rêve qu'ils sont en train de réaliser. Et si vous, en tant que citoyen, vous attendez que le dirigeant qui est là-bas puisse vous aider à accomplir votre rêve, là vous l'aurez. Ça ne va jamais s'accomplir parce que ça, c'est son rêve. Et si vous attendez, c'est que c'est son rêve que vous voulez voir réaliser. Et vous serez un spectateur de ces réalisations. Donc, il faut à tout prix rester objectif, figer son objectif et rien ne va nous détourner. Il ne faut pas espérer, il ne faut pas dire forcément c'est telle personne qui va me donner un coup de main. Moi-même, je peux le faire et j'y arriverai. Donc, ce n'est pas parce que, entre-temps, votre dossier aurait disparu que vous allez lâcher. Non, jamais. Ça serait une très grave erreur. Madame Sabine Fourne, l'environnement aujourd'hui, vous l'avez si bien rappelé, ça permet d'une manière ou d'une autre aux différents entrepreneurs, en l'occurrence, de travailler à porter de grands rêves pour notre pays. Mais au-delà des entrepreneurs, quand on prend le citoyen lambda qui ne se retrouve peut-être pas à avoir une entreprise et qui porte un rêve, quelles sont les qualités ou quelles sont les valeurs qui doivent pouvoir l'aider au quotidien à ne pas abandonner ce rêve-là? Mais il faut de la détermination. Il faut absolument que ce citoyen soit déterminé. Pourquoi? Vous savez, ce n'est pas, peu importe ce que l'on fait, peu importe le métier que nous avons, mais il faut le faire bien. C'est la qualité en fait. Vous pouvez faire petit, mais très bien. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux coiffeuses? Parfois, c'est le soin qu'une apporte au client par rapport à l'autre. Donc, on peut être petit, mais grandir à force d'avoir le courage, la détermination et la créativité, mais on avance. Les saints ne sont pas égaux. Chacun, dans ce qu'il fait, doit toujours essayer de le faire bien. Quand on prend nos différentes écoles aujourd'hui, il n'y a plus malheureusement, je vais dire, ces différentes notions-là qui sont partagées. Quel est le regard que vous y portez? Puisque c'est vrai, au niveau de la famille, une formation se fait, mais après, il y a l'école qui prend le relais. C'est vrai, vous savez, 75% des enfants passent leur temps à l'école. Vous voyez, donc le rôle des enseignants, le rôle même du système éducatif est primordial. 75% du temps, les gens passent à l'école. Donc, il est important de suivre ça de près. Parce que l'avenir de notre pays se joue là. C'est à cause de ça que je disais tout à l'heure que même dans le programme, il faudrait penser à laisser les enfants, leur laisser ce côté créatif, les écouter. Et d'ailleurs, nous en venons dans la mesure où le gouvernement est en train de changer un peu le système éducatif. Avant, c'était généraliste.
tous les enfants n'avaient pas la possibilité très tôt d'être orientés vers des métiers professionnels, etc. Mais aujourd'hui, on est en train de changer parce qu'on se rend compte qu'il y a une adéquation entre ce que demande le marché et ce que nous produisons. Nous avons beaucoup de philosophes, beaucoup de gens qui apprennent des métiers dont le marché n'a pas besoin forcément. Donc, il faut qu'on fasse attention à tout ça. De quoi avons-nous besoin? Mais il faut que le marché a besoin de quoi? Nous avons besoin de très bons techniciens. Les maçons, des professionnels, des soudeurs, des docteurs, bien évidemment. Mais on a besoin de tout. Mais des gens qui sont très bien formés. Donc, on a des problèmes au niveau même de la formation. Mais si un enfant est artiste, artiste et que vous lui dites, vous ne parlez que de mathématiques, mais on parle d'échecs scolaires, mais ça vient de là. Écoutons nos enfants, regardons ce qu'ils aiment et orientons-les en même temps, qu'ils ne perdent pas leur temps. Il y en a d'autres qui ont des facultés, qui peuvent être de grands juristes, de grands docteurs, etc., etc. Mais chacun avait sa vocation, chacun avait son rêve. Vous êtes une femme entrepreneur sociale, je l'ai rappelé également au début de cette émission. On connaît un peu le paysage, ce n'est pas toujours aisé pour la femme de pouvoir entreprendre. Mais, quelles sont les valeurs qui ont pu fonder votre démarche au point où vous soyez aujourd'hui parmi le rang de celles-là qui ont pu réussir en Afrique? Moi, je dirais c'est l'éducation, comme je vous le disais. La base, c'est l'éducation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir comme modèle mes parents, surtout ma mère qui a évolué dans le textile et dont dès les bas âges, je la voyais faire. Et ça me permettait de rêver grand. Je me rappelle que quand j'ai eu mon bac, j'ai eu la chance de côtoyer un peu le président Mathieu Kérékou, qui m'avait proposé un poste au niveau de Air Afrique. Et je lui ai dit non, monsieur le président, je veux aller plus loin dans mes études. Je veux aller plus loin. J'aurais pu m'arrêter avec le bac, mais j'ai dit non, je vais aller plus loin. Parce que j'avais d'autres ambitions. Je rêvais d'autres choses. Je voyais grand. Et lorsqu'on connaît un peu notre histoire, quand on voit comment les femmes se battent, les Amazones, mais ce sont des exemples. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous, les femmes, et d'ailleurs la femme béninoise, elle est combative. Donc, je crois que c'est dès les bas âges que ça se joue, et aussi au niveau de l'éducation qu'on reçoit un peu partout à l'école, les parents et puis l'environnement également. Quel message vous portez aujourd'hui à l'endroit de nos jeunes sœurs qui sont en train de suivre cette émission? Vous avez parlé de repères, votre mère était votre repère. Vous aviez parlé aussi de cette envie que vous aviez portée de pouvoir continuer vos études. Oui. Bon, en dehors de ces deux références, quelle autre référence vous donnez quand même comme orientation sur cette émission? Moi, je dirais qu'il faudrait que les gens puissent être déterminés, persévérer dans leurs rêves, suivre leur engagement et puis être loyal. Voilà, se battre. Et ce n'est pas toujours facile, mais il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Et surtout, lorsqu'on commence quelque chose, aller jusqu'au bout. Ne pas s'arrêter en plein milieu. Quand on va à l'école, savoir pourquoi on va à l'école. Pas de pagaille. En fait, il faut se discipliner et il faudrait aussi que les parents ne démissionnent pas parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les parents démissionnent, les enfants sont livrés à eux-mêmes et quand les enfants sont livrés à eux-mêmes, vous savez, dès les bas âges, les enfants ne sont pas forcément conscients, donc ils préfèrent aller jouer que peut-être faire leurs devoirs. Donc il faut aussi
que les parents puissent savoir, oui, chercher l'argent, c'est bien beau, mais vous cherchez ça pour qui? C'est pour vos enfants. Donc, avoir l'œil sur les enfants, sur l'éducation, pour faire des bons citoyens. Mariano Gagna-Rosso, vous êtes assez jeune, je le dirais de cette manière-là. Vous avez suivi Madame Sabine Fourne. Oui. Vous, par contre, vous n'avez pas encore un parcours d'entrepreneur. Mais est-ce qu'essentiellement, vous portez un rêve pour votre pays? Oui. Est-ce que vous en discutez avec des amis? Et quel est le retour que vous avez dès que de pareils moments s'offrent à vous pour pouvoir échanger? Voilà. Je dis, avoir un rêve, c'est tout moi. Ok, Un rêve pour mon pays, c'est aussi tout moi. d'accord. J'en ai un, surtout le domaine de l'entrepreneuriat. Et je suis entrepreneur. Je ne suis pas que juriste. Ah, d'accord. Je suis aussi jeune entrepreneur. Ok, Donc, il ne faut pas, même si on dit aujourd'hui que c'est vrai, il faut avoir des objectifs précis, voilà. Mais dès que nous rentrons aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout à l'heure, vous étiez en train de dire par rapport à l'école et tout, c'est vrai, j'ai eu une discussion avec un homme politique aussi, et il disait qu'il était en Chine et qu'il a vu des enfants de la classe de 5e, on est en train de les comparer, quoi, ici, D'accord. de la classe de 5e ou 4e. Et ce sont eux, là, en Chine, qui fabriquaient des téléphones. Les téléphones, il a dit que ce sont ces enfants-là qui ont fabriqué le téléphone qu'il est en train d'utiliser. donc, Qu'il a pris à un coût de 1 million de francs CFA. Donc des enfants dès l'âge de 14 ans. Il a dit même, il y a des enfants même en Chine là-bas qui ne connaissent même pas le nom du président. c'est ça. Voilà. Donc, il ne faut pas dire, il ne faut pas penser sur, ou bien il ne faut pas mettre ces objectifs sur le dos de l'État. L'État, c'est nous. Sur le dos des dirigeants. Les dirigeants, c'est nous. Nous sommes les dirigeants de notre rêve. Donc, déjà à un très bas âge, si un enfant est en train d'apporter un rêve, est en train de fabriquer un téléphone, des véhicules et tout, alors il faut que nous aussi, dans notre pays, dans notre État, même si nous n'avons pas aussi les moyens pour pouvoir être inscrits dans une école de haute technologie, pour pouvoir fabriquer un avion ou bien un téléphone ou un véhicule, il faut que le petit rêve, le peu de rêve que nous avons en nous, il faut que nous puissions les matérialiser, le matérialiser autant pour moi, avec nos moyens, nos ressources pour pouvoir essayer de grandir, pour pouvoir faire en sorte que ce rêve puisse devenir un grand rêve pour notre État. Il faut dire que le président même Patrice Talon a commencé quelque part, il n'est pas du jour au lendemain, on n'a pas programmé qui deviendra président, il a commencé quelque part. Madame le maire, deuxième adjointe au maire Sabine Fourne l'a dit tout à l'heure, qu'elle a suivi l'exemple de sa mère depuis le bas âge. Donc c'est un rêve qu'elle a nourri depuis son enfance. Et il faudrait que nous, même en tant que nous tous, en tant que jeunes citoyens, jeunes comme moi aussi, il faudrait que nous ne puissions jamais perdre de vue notre rêve. Il faudrait que nous puissions avoir un rêve que nous allons à tout prix essayer de nourrir avec nos actions de part et d'autre pour pouvoir les Vous n'avez pas répondu à ma Maintenant, question. pour venir sur votre question, si quand vous vous retrouvez avec des amis, vous partagez vos rêves, Voilà. quelle est la réaction? La réaction, c'est toujours, je dis que c'est une réaction en même temps de solidarité. D'accord. Je pourrais dire ça directement comme ça. Vous avez cette chance. Oui, Parce que parfois, on entend certaines personnes dire vous rêvez trop grand là, vous êtes dans les nuages. Je voulais m'attendre à cette réaction. Bon, puisque je ne l'ai pas, je vais me retourner du côté de Madame Sabine Fourne. On est en train de tendre progressivement et sûrement vers la fin de cette émission. Quels sont les conseils, les recommandations que vous portez? Moi, je dirais qu'il ne faut pas forcément attendre des conditions parfaites pour agir. Même si c'est petit, commencer. Le rêve peut naître tout petit et devenir très grand. C'est ça. Et pour ça, je dirais, on n'a qu'à prendre l'exemple de notre président. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, quand ils ont commencé, quand il a commencé avec son équipe, on parlait de gouvernement maquette. Mais et aujourd'hui, que peut-on dire? On est passé d'un gouvernement maquette à un gouvernement qui agit. Et nous voyons déjà tout ce qui est fait. C'est donc une fierté. Eh bien, chacun de nous doit pouvoir prendre cet exemple pour aller loin.
Merci beaucoup, Madame Sabine Fourne. Je rappelle que vous êtes deuxième adjointe au maire de la commune de Ouidah. Vous êtes également entrepreneur social. Vous étiez là pour nous entretenir sur cette thématique, rêver et agir pour développer la nation. Votre mot de fin, Mariano Gagna-Rosso. D'accord, merci beaucoup. Rêver et agir pour développer son pays ou sa nation. Oui, il faudrait que chaque citoyen, pris individuellement, porte un rêve qu'il va essayer de défendre, de poursuivre à tout prix. C'est vrai, sur le chemin, on aura des bâtons dans les roues. Il y en aura toujours ceux-là qui vous diront, oh, il faut pas, combien d'avocats on recrute au Bénin, combien de magistrats, combien de concours on lance par an, tu es sûr. Mais il faut dire que de cette génération-là, si vous abandonnez, ceux qui n'ont pas abandonné deviendront avocats, deviendront magistrats, deviendront journalistes et deviendront même présidents pour vous diriger et vous allez assumer. Donc en aucun cas, il ne faut jamais perdre et baisser les bras, il ne faut jamais perdre de vue son objectif, il faut toujours poursuivre son objectif, poursuivre son rêve, avoir cette conviction-là que ça va se réaliser. Si vous ne le faites pas, qui le fera à votre place? Personne. Merci Mariano Gagna-Rosso. Je vais finir par cette citation de François Fanon qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous savez quoi faire désormais, mesdames et messieurs, vous qui êtes appelés à rester et demeurer de très bons citoyens pour l'Afrique entière. À très bientôt.